Il existe une force, quasi invisible, qui tire les ficelles des marchés financiers modernes. Une force qui agit à la vitesse de l'éclair, bien au-delà de ce qu'un être humain peut percevoir. On va plonger ensemble dans les coulisses de cette mécanique pour voir ce qui s'y trame vraiment. Ah, ce moment terriblement frustrant que beaucoup de traders connaissent par cœur. On se dit, pas de chance. Mais est-ce que c'est vraiment juste de la malchance ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une mécanique plus profonde à l'œuvre? Eh oui, le chiffre est assez parlant. Plus de la moitié du volume des transactions sur les actions américaines, ce n'est pas l'œuvre d'humains derrière leurs écrans, non, ce sont des algorithmes, des programmes qui prennent des décisions à une vitesse absolument inimaginable. Et voilà, on met un nom dessus, le trading haute fréquence, le fameux THF. En gros, ce sont des systèmes automatisés qui misent tout sur la vitesse pour gagner un avantage. Ces algos ne s'intéressent pas vraiment à la santé d'une entreprise ou à ses résultats. Leur truc, c'est d'exploiter des micro-tendances et des corrélations statistiques avec une rapidité d'exécution qui dépasse l'entendement. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parce que le THF, c'est une véritable arme à double tranchant pour les marchés. D'un côté, il y a des avantages, c'est indéniable, mais de l'autre, il amène avec lui de tout nouveaux risques. C'est vraiment là que se situent tous les débats. D'un côté, le THF peut rendre les marchés plus efficaces. Comment? En augmentant la liquidité et en resserrant les écarts entre les prix d'achat et de vente, ce qui, en théorie, réduit les coûts pour tout le monde. Mais le revers de la médaille, c'est que cette même vitesse peut tout déstabiliser. Quand des milliers d'algorithmes réagissent tous en même temps, au même signal, eh bien ils peuvent amplifier un petit mouvement et le transformer en une vague de volatilité extrême. Et attention, ce n'est pas juste une impression, c'est chiffré. En moyenne, l'activité de THF fait grimper la volatilité à court terme de 30%. Concrètement, ça veut dire des mouvements de prix plus brusques, plus amples, plus rapides. Et ça rend le jeu beaucoup plus risqué pour les investisseurs qui ont une approche plus traditionnelle. Alors, pourquoi cette course folle à la vitesse? Pour le comprendre, il faut arrêter de voir le marché comme un simple graphique qui monte et qui descend. Il faut le voir pour ce qu'il est, une quête permanente pour son carburant essentiel, la liquidité. La liquidité, c'est tout simplement la vie du marché. Sans elle, impossible de faire quoi que ce soit. Un marché liquide, c'est un marché fluide et sain. À l'inverse, un marché qui manque de liquidité devient un endroit dangereux, imprévisible. Et c'est là que tout se joue. Prenons l'exemple d'un fonds d'investissement qui veut acheter pour 1 milliard de dollars d'actions. Il ne peut pas juste passer un ordre d'achat massif. S'il faisait ça, la demande serait si forte que le prix s'envolerait avant même que l'ordre soit complètement exécuté. Il a donc besoin de trouver en face suffisamment de vendeurs, une source de liquidité assez grande pour absorber son ordre sans faire tout déraper. C'est la question clé, n'est-ce pas? Et la réponse, elle nous emmène tout droit sur ce qu'on peut appeler le champ de bataille du trading moderne. Il faut voir le marché comme une arène stratégique, une arène où différents participants, avec des objectifs souvent opposés, s'affrontent en permanence pour prendre l'avantage. Et l'outil principal pour observer cette bataille, c'est le carnet d'ordre. Il montre en temps réel où se trouvent les intentions d'achat et de vente. C'est un peu comme une carte qui révèle où se cachent les poches de liquidité les plus denses. Et cette liquidité, elle ne se trouve pas n'importe où. Elle a tendance à s'accumuler à des endroits bien précis. Au-dessus des derniers sommets de pluie, par exemple, on trouve ce qu'on appelle la liquidité acheteuse. Ce sont des ordres stop-loss de vendeurs et des ordres d'achat de ceux qui parient sur une cassure. Et à l'inverse, sous les derniers creux, on a la liquidité vendeuse. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que c'est l'enseignement même du trading qui crée ces cibles. On apprend à tout le monde à placer son stop-loss juste au-dessus de la résistance ou juste en dessous du support. Résultat, des millions de traders, sans le vouloir, créent des zones de liquidité hyper concentrées qui deviennent des cibles parfaites pour les algorithmes. Cette citation, elle résume absolument tout. Ce qui, pour beaucoup, ressemble à un simple échec du prix sur un niveau technique, est en réalité souvent une manœuvre très calculée. Les algorithmes ont délibérément poussé le prix jusqu'à cette zone de stops, juste pour les déclencher et aspirer toute cette liquidité. Le processus est presque toujours le même, en 4 temps. D'abord, l'attraction. Le prix est aimanté vers la zone de stop. Deuxième étape, la capture. Une mèche rapide, un pic violent vient déclencher tous ces ordres. Troisième étape, l'inversion. Une fois la liquidité absorbée, le prix repart immédiatement dans le sens inverse. Et enfin, l'exploitation. Cette liquidité fraîchement capturée sert de carburant pour lancer le vrai mouvement de fond. C'est d'une précision chirurgicale. Forcément, cette mécanique à très haute vitesse a des conséquences bien réelles sur la stabilité des marchés. Voyons un peu comment les régulateurs essaient de reprendre la main. L'exemple le plus spectaculaire, c'est le flash crash de 2010. En l'espace de quelques minutes, une cascade de ventes algorithmiques a fait s'évaporer toute la liquidité du marché. Les acheteurs ont disparu, les algorithmes se sont retrouvés à s'échanger des contrats entre eux, dans le vide, faisant plonger les indices de manière vertigineuse. Bilan, 1000 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée en quelques instants avant que les coupes-circuits ne stoppent l'hémorragie.
Cet événement a provoqué un véritable électrochoc mondial. Les régulateurs ont dû réagir, mais chacun a un peu choisi sa propre stratégie. En Europe, on a mis en place des autorisations et des tests obligatoires. L'Allemagne a ajouté des licences encore plus strictes. L'Italie a tenté une approche originale avec une microtaxe pour décourager les transactions ultra rapides. Et aux États-Unis, on a renforcé la responsabilité des courtiers. Alors, est-ce que ça marche, ces régulations? Eh bien, les données semblent indiquer que oui, elles ont un impact. Si on compare la France et l'Allemagne entre 2010 et 2019, on voit que l'Allemagne, qui a une des réglementations les plus strictes, a connu en moyenne une volatilité de marché plus faible. Ça suggère qu'un cadre réglementaire plus fort peut effectivement aider à calmer le jeu. C'est tout le défi et il est de taille. Comment on fait pour garder les bénéfices de la technologie, l'efficacité, la liquidité, tout en se protégeant contre la fragilité et les risques de dérapage qu'elle crée? Il n'y a probablement pas de réponse parfaite. Donc, s'il y a une idée à retenir de tout ça, c'est de vraiment changer de perspective. Le marché, ce n'est pas juste une histoire de prix qui montent et descendent. C'est un jeu de stratégie bien plus complexe, où l'enjeu principal est la capture et le contrôle de la liquidité. Ce qui nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique. Au final, est-ce que le marché est truqué ou est-ce que c'est simplement un jeu avec des règles extrêmement sophistiquées que la majorité des participants ignorent complètement? La réponse, sans doute, dépend du point de vue de chacun.